Et qui de mieux pour introduire cet épisode que les Red Hot Chili Peppers eux-mêmes? Et qui de mieux pour parler du Chili que Monsieur Chili lui-même? C'est Xavier qui est venu nous parler du Chili. Alors on a parlé d'énormément de choses, on a parlé tout d'abord du pays, notamment du désert d'Atacama, des bords de mer, on a parlé de la Patagonie, on a parlé du trekking là-bas, on a parlé du vin aussi, des alcools spéciaux qu'il y a là-bas, on a parlé de la nourriture, et puis on a fait une petite escale en île de Pâques où il a pu se rendre aussi, parler des Moaïs, avec une petite introduction scientifique sur le déplacement des Moaïs. Bref, comme d'habitude, un épisode que j'espère vraiment complet sur le Chili. J'espère qu'on vous aura donné envie d'y aller. Mais tout de suite, l'interview de Xavier. Hein? Nom nom. Oui? Tu donnes moi gomme gomme. Tu veux que je te donne du gomme-gomme? Toi, nouveau gnome nom. Tu donnes moi gomme gomme. Je vois. Écoutez, je regrette, j'ai pas de gomme-gomme, navré. Et je m'appelle pas Gnome Gnome, je m'appelle Larry. Non, tu t'appelles gnome nom. Alors bienvenue dans Voyage Cast, j'accueille Xavier aujourd'hui qui va nous parler du Chili. Salut Xavier. Salut. Alors comment ça va? Très bien, et toi Jonathan? Mais pas mal. Quand on parle du Chili et tout ça, j'ai toujours un peu envie de partir quoi. Ici il fait moche, il n'y a même pas de soleil, c'est nul. Mais bon, j'espère que tu vas nous faire voyager. Ah bah c'est parti. Ok, alors Chili, où est-ce que tu atterris d'abord? Santiago, quand t'arrives de France, c'est pareil Santiago, sans problème. Et qu'est-ce que c'est la première chose que tu vois ou les premières sensations que tu as quand tu arrives à Santiago? Ça ressemble à quoi? Santiago, ça ressemble à une grande ville moderne où tu sens qu'il y a eu quelques tremblements de terre qui a tout fait tomber et ils ont reconstruit ça. Tu le sens, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un mélange de moderne, de béton, pas mal d'églises anciennes. Moi c'est le premier sentiment que j'ai eu. C'est vraiment un mélange un peu bizarre. Mais t'es de suite à l'aise dans Santiago en tout cas. Et il fait plutôt chaud, plutôt froid, je pense que ça dépend des saisons quoi. Ça dépend des saisons. Moi j'y étais en février, donc c'est la fin de l'été. Il fait quand même super chaud. Il fait quand même très très chaud. Le centre du Chili reste pas aride, mais reste vraiment sec. C'est pas au bord de la mer, Santiago? Non, c'est à 1 heure et demie de la mer. T'as la station Vina del Mar, hein, qui est la plus connue près de Santiago, où là tous les Chiliens vont pour passer leurs vacances. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Santiago? Est-ce que c'est une ville intéressante ou plutôt une ville de passage ou quand on arrive? Bon, en fait, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, j'y étais en couchsurfing, du coup, j'y suis resté pas mal de temps. Ça dépend le but de ton voyage, mais si, il y a plein d'églises à voir, il y a plein de mini-cerros sur lesquels tu peux monter pour avoir une vue sur toute la ville. Tu vas avoir des musées sur l'histoire du Chili. Plein de magnifiques bâtiments comme le Palais de la Moneda ou le Parlement. Enfin voilà, le but, je pense, enfin en tout cas moi mon but c'était de flâner dans la ville, et ça tu peux aisément le faire et facilement te perdre et voir plein de petites choses vraiment sympas. T'as parlé de couchsurfing, si je prononce bien ou pas vraiment. On n'en a pas encore parlé dans Voyage Cast, et tu peux juste nous dire ce que c'est en 2 minutes? C'est une manière gratuite de dormir chez les gens et de rencontrer des gens qui eux vont te faire visiter la plupart du temps, qui vont te faire aimer la ville dans laquelle ils vivent. Ça se fait ça a commencé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Cette mode du couchsurfing où les gens te proposent leur canapé et ça te permet de rencontrer des gens, de t'intégrer dans la culture des gens, de vivre avec eux 1, 2, 3 jours ou plus, c'est à toi de voir avec eux. Mais voilà, c'est une manière de voyager vraiment sympa qui est différente de celle où tu vas prendre un hôtel ou une auberge de jeunesse. Voilà. Et t'as pu trouver facilement toujours des gens chez qui faire ça au Chili? Au Chili, je l'ai fait une fois, justement, c'était à Santiago. Mais oui, souvent dans les grandes villes, tu vas sur le site. Tu as un site principal de couchsurfing qui existe. Tu t'inscris, tu mets tu rentres tes données, ton profil, quitter. Et après, à toi de contacter les gens par mail, puis ils te répondent, tu leur donnes tes dispos, et puis ça peut se faire très rapidement. Moi, j'ai trouvé quelqu'un en 1 semaine sur Santiago sans problème.
Excellent, et c'est une bonne manière de faire. On va en parler une fois dans un prochain épisode de Voyage Cast un peu plus précisément, mais ça a l'air assez sympa. Alors après Santiago, ville culturelle plutôt comme tout l'a dit, tu nous as parlé de Viña del Mar. Ça ressemble à quoi? C'est vraiment balnéaire, la plage? Moi, je t'avoue, Viña del Mar, j'y suis pas allé parce que c'est, d'après ce qu'on m'a dit, c'est voilà, c'est ville balnéaire comme il se doit, touristique, et c'était pas forcément ce que je recherchais. Donc voilà, moi je me suis pas arrêté. Je me suis arrêté à côté, à Valparaiso, qui là vaut vraiment le coup. C'est pas une ville balnéaire, c'est au bord de la mer, mais c'est d'abord un port. C'est d'abord un grand port du Chili, mais Valparaiso, si tu connais pas, c'est là où tu as le centre de la ville qui est tout tagué par des graffitis, par des artistes plus ou moins connus. Et c'est vraiment magnifique parce que tu déambules dans les rues et là tu vois des graffitis partout, 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 partout. C'est vraiment impressionnant. Je pense que pour faire de la photo, ça va être pas mal, non? Ah ouais, bah en deux jours, je crois que j'ai dû faire 600 photos. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment bien à voir. Après, en fait, c'est même pas la question de est-ce qu'on aime ou on n'aime pas les graffitis. C'est juste le côté. C'est marrant de se balader dans une ville comme ça, taguée de bas en haut. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que enfin, si tu y reviens peut-être un an après, ça va changer. Donc du coup, c'est une ville qui est en perpétuel mouvement. Et donc c'est vraiment beau à voir. D'accord, et tu peux y loger facilement là-bas, rester quelques jours? Ouais, t'as des auberges, t'as des hôtels. Moi, j'avais fait une auberge. Oui, puis ça coûte pas excessivement cher, donc tu peux y rester 2-3 jours ouais, sans souci, ouais. Est-ce que tu as fait des tours avec les pêcheurs? J'ai entendu, la dernière fois quand on a parlé du Cambodge, tu peux aller pêcher avec les gens. Est-ce que ça se fait aussi du côté du Chili? Alors moi, je l'ai pas fait. Je sais que ça peut, enfin, dans le coin où j'étais, donc Valparaiso, je sais pas, mais je pense qu'effectivement, si tu vas sur le port et que tu rencontres des gens, tu demandes, ça doit pas être impossible, à mon avis. Il y a moyen. Et alors après Valparaiso, qu'est-ce que tu as fait d'intéressant? Vers où tu t'es dirigé? Après Valparaiso, je suis monté au nord du Chili, donc dans le désert d'Atacama, où là, donc c'est vraiment le désert le plus aride du monde, où t'as un spot qui est vraiment intéressant, c'est San Pedro d'Atacama, qui est en fait le départ de plein de tours, enfin de plein de tours. Je dis tours parce que c'est hyper touristique malheureusement, mais c'est vraiment magnifique à faire, où tu vas monter sur l'altiplano et tu vas pouvoir voir des geysers. Tu vas monter à 4500 mètres d'altitude. Tu vas avoir des geysers, tu vas avoir des lacs. Tu vas aussi voir le désert, une partie du désert de sel à San Pedro. Donc tu as 4-5 tours qui sont vraiment sympas à faire. Tu vas avoir aussi la vallée de la Lune et la vallée de la Luna et la vallée de la Muerte, qui sont aussi un paysage aride où tu vas, bah, comme leur nom l'indique, tu vas te croire sur un terrain un peu lunaire. Et c'est là où je suis monté après Valparaiso. Et tu vas avec une Jeep, tu loues un tour et tu restes plusieurs jours dedans ou bien? En fait, tous les départs se font de San Pedro. T'as 4 tours principaux qui sont Vallée de la Luna, Vallée de la Muerte, les geysers de Tatio, les Lagunas Altiplanicas, et donc en fait, et chaque jour tu vas prendre un van. C'est un van, alors ça dépend des tours que tu vas prendre, ça va être soit des vannes, soit des 4x4. Et chaque jour tu pars de San Pedro pour faire un des 3 spots que je t'ai cités. Et après tu reviens à San Pedro, et soit le lendemain, soit dans l'après-midi, donc parce que tu as des tours qui vont se faire très tôt le matin, comme les geysers de Tatio par exemple, où là tu pars à 4 heures du matin, parce que les geysers sont actifs très tôt le matin. À partir de 8 heures du matin, tu vas plus voir de fumée ou tu vas plus voir d'eau qui vont jaillir. Et après, tu vas revenir par exemple vers 12-13 heures, et tu peux refaire un tour, par exemple, pour aller voir la vallée de la Muerte à partir de 16 heures. Donc, pareil, tu pars en van de San Pedro, et là, tu vas voir toute la vallée. Tu vas avoir des passages où tu vas marcher, tu vas avoir des passages où tu vas être en van, et la fin, ce qui est vraiment sympa à faire, c'est de voir le coucher de soleil. Et la plupart du temps, ils vont t'offrir en même temps un petit apéro devant le coucher du soleil. Et après, retour à San Pedro vers 21h, 22h. Ça sonne bien, mais il doit faire froid si c'est à 4500 mètres, non?
Alors, les geysers, oui, les geysers sont à 4 500 mètres. Il fait, alors ça dépend de la saison. Moi, j'y étais, il faisait entre 5 et 10 degrés. Tu peux avoir des passages à zéro. Et sinon, Vallée de la Muerte, etc., c'est pas haut du tout, donc il fait chaud. Mais par contre, les geysers, ce qui est bien, c'est qu'après avoir vu les geysers, tu vas voir une genre de piscine naturelle, non pas naturelle d'ailleurs, mais une piscine avec de l'eau chaude. Ils ont fait venir de l'eau chaude des geysers où tu peux te baigner. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas te baigner à 4 500 mètres d'altitude, à une température où il va faire 5 10 degrés dehors, et toi, tu es dans l'eau à 30 ou 37 degrés, et t'es à 4005. Tu vois des montagnes devant toi qui sont encore plus hautes, qui arrivent à 5000 ou à 6000, et là, t'es bien. Ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. C'est vraiment cool. Ok, donc toi tu dirais il faut absolument passer quelques jours là-bas et puis faire des petites excursions depuis là-bas. Ouais, carrément. C'est vraiment. Après, c'est vrai que malheureusement, c'est hyper touristique. La ville en elle-même de San Pedro, c'est une maison sur deux, c'est une agence, et le reste, c'est un petit supermarché et des hôtels. Je me demande même où vivent les habitants de San Pedro, tellement il y a de touristes et d'agences dans cette ville. Mais c'est vraiment ce qu'il y a autour qui vaut la peine. Après, il y a sûrement peut-être moyen de prendre un 4x4, de louer un 4x4 soi-même et d'y aller. Ça va pas être impossible, à mon avis. Tout dépend aussi le budget qu'on a. Mais je pense que c'est un passage obligé pour moi du Chili. Et alors une fois que tu t'es promené dans les déserts de sel et dans les geysers, tu fais quoi? Tu as continué dans le nord peut-être? Après San Pedro, moi je suis descendu au sud, donc on va vers La Serena, où là tu as toute la région du Pisco, tu as toute la région des cactus, où tu vas être, quand tu voyages en bus notamment, tu traverses des champs de cactus, des montagnes de cactus, c'est vraiment impressionnant. Et après tu vas aller vers La Serena, où là tu as toute la région où ils fabriquent le Pisco, cet alcool blanc de raisin très prisé par les Chiliens, ils sont d'ailleurs en guerre avec les Péruviens parce que personne ne sait qui a inventé le pisco en premier, ce sont les Péruviens et les Chiliens, donc vaut mieux éviter de dire à un Chilien que le pisco est péruvien et vice-versa. Donc ça, c'est une région sympa à voir où tu peux visiter pas mal de caves, pas mal goûter plusieurs piscos. C'est intéressant parce que c'est une région qui est très aride, où tu as une vallée qui est hyper sec, et au milieu de la vallée, tu vas avoir plein de vignes et plein de petites caves. Et là, ce qui est intéressant, c'est de prendre son vélo et traverser ces vignes, s'arrêter dans chaque cave et goûter les piscos et revenir après à son hôtel bien. Il faut pas boire trop sinon tu retrouves plus le chemin de ton hôtel. Ah, faut boire avec modération. Ouais, toujours, hein, bien sûr. On vous encourage jamais à l'alcoolisme dans Voyage Cast, hein, on n'est pas comme ça. Mais ça a l'air sympa, mais enfin, c'est un truc qui est exporté, parce que ça me dit rien, ça. De pisco, mais moi je t'avoue, je connaissais pas non plus. Et tu dois en avoir dans quelques caves spécialisées du pisco. C'est un alcool blanc qui se boit, qui fait 40 degrés, qui se boit soit sec, soit. Là-bas, enfin, les jeunes le boivent avec du soda. Ils appellent ça le piscola. Sinon, tu vas avoir aussi le pisco sour, qui est un cocktail, mais ça, je crois que c'est un petit peu plus, ça se fait beaucoup plus au Pérou, qui va être qui va être un cocktail à base de citron, de blanc d'œuf, et un peu de cannelle, et qui est aussi pas mauvais du tout. Donc voilà, c'est à faire quand on va au Chili ou au Pérou, de goûter le pisco. Et tu as parlé des vignes, hein, parce qu'on connaît bien le vin chilien quand même. Tu peux aller facilement dans les exploitations, aller goûter tranquille, aller faire tes petits achats ou bien... Ouais, tu peux. Alors moi, je l'ai fait en Argentine, j'ai pas fait au Chili, mais toutes les caves, tu croises effectivement pas mal de vignes et pas mal de châteaux. Enfin, on n'appelle pas ça des châteaux, on va plutôt appeler ça des bodegas là-bas. Mais oui, tu peux t'arrêter facilement. Effectivement, le vin chilien est réputé, enfin, l'un des meilleurs vins d'Amérique du Sud, meilleur que le vin argentin. Ils ont un cépage qui s'appelle, que moi j'affectionne particulièrement, c'est le Carmenere, qui est un ancien cépage français je pense même que ce sont les Français qui l'ont exporté au Chili, et là-bas ça fait d'excellents vins. De toute façon, ils ont le climat pour. Ce sont des vins enfin, les raisins sont gorgés de sucre, donc les vins sont hyper fruités, ils sont super bons.
D'accord, encore une bonne raison d'aller dans ce magnifique pays. Hein. Euh, une fois que tu as fait ça, alors que tu t'es promené dans les vignes et tout ça, tu es redescendu encore plus dans le sud? Voilà. Après moi, je suis descendu sur les îles Chiloé. Donc là, on est à l'entrée de la Patagonie. On n'est pas encore en Patagonie, mais on s'y approche tranquillement. Et donc, les îles Chiloé, c'est une région qu'on peut appeler un peu la Bretagne chilienne. Donc, c'est une île enfin, c'est plein de mini-îles en fait, qui sont reliées par des ponts où tu vas effectivement te sentir en Bretagne. T'as le calme de la Bretagne, t'as même le climat un peu de la Bretagne parce qu'il pleut. Il pleut un peu, souvent, même. Et ce qui est vachement intéressant sur cette île, c'est que t'as énormément de fruits de mer. Et tu peux aller goûter sur les ports enfin, les fruits de mer que les pêcheurs viennent de sortir de l'eau. Et ils vont t'ouvrir les coquillages, te faire des ceviches. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ceviche. Non. Ce sont c'est comme un tartare de poisson, c'est du poisson cru mélangé avec du citron et un peu d'herbe et un peu d'oignon qui est mariné comme ça et que tu vas manger comme ça cru sur le port. Donc les pêcheurs te font ça pour une bouchée de pain et c'est vraiment un endroit super sympa. Et pareil sur l'île, t'as énormément de mini-églises, t'as plein de petites églises dans chaque petit village. L'île est reconnue aussi pour ça. Et voilà, tu peux faire des petites randos sur l'île, c'est calme, c'est reposant, c'est une belle petite balade à faire sur Chiloé. Ouais. Et tu trouves facilement des hôtels et tout ça, parce que tu dis petit village, ça sonne pas vraiment avec grand hôtel balnéaire, quoi. Alors effectivement, excellente question. Moi je suis arrivé sur une des villes de l'île qui s'appelle Castro, j'étais en plein week-end où tous les Chiliens allaient. C'est une île où beaucoup de Chiliens vont aller. Tu vas pas croiser beaucoup de touristes étrangers. Tu vas croiser beaucoup de familles chiliennes. Et toutes les auberges, tous les hôtels étaient complets parce que j'avais rien réservé. J'étais arrivé en fin de journée. Du coup, je me suis trouvé par chance une petite pièce dans un hôtel qui sentait le renfermer avec un matelas étendu sur le sol. Et en fait, le mec, je lui ai dit, voilà, tout était complet et il me fallait forcément, enfin, j'avais pas de tente, il fallait que je dorme quelque part. Donc le mec m'a donné cette chambre, enfin, cette pièce plutôt. Mais effectivement, c'est peut-être, quand on va là-bas, c'est peut-être plus sympa de réserver, d'essayer de réserver à l'avance. Surtout si on est en week-end. Parce que c'est un peu le coin où les Chiliens vont le week-end pour se reposer et pour visiter, etc. Pour se donner une idée de distance par rapport à Santiago où tu as atterri, ça fait combien d'heures de voiture, bus Santiago, c'est en plein milieu du Chili. Le Chili, ça fait presque 4000 km de long. Chiloé, ça va être, par exemple, ça va être je pense, à 800 ou 1000 km de Santiago. Donc, si on a le temps, de Santiago, si mes souvenirs sont bons, il y a entre 12 et 15 heures de bus. Donc ça, c'est bien de faire ça la nuit, par exemple. Comme ça, en plus de ça, ça permet d'économiser sur une chambre d'hôtel. Mais voilà, après, tu as des aéroports t'as plein de petits aéroports au Chili, donc tu peux facilement voyager par avion. Moi, je l'ai pas fait parce que mon budget le permettait pas, mais après, ça va dépendre des gens et rien n'est impossible. Moi, ce que je trouve intéressant dans le voyage en bus, si on ne le fait pas de nuit, c'est aussi de pouvoir traverser des zones qu'on verrait pas en avion, qu'on verrait pas de nuit. Et donc, tu peux voir des paysages qui vont peut-être pas forcément valoir le coup de s'y arrêter un jour ou deux, mais juste de traverser, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et depuis les îles de Chiloé, tu peux faire quoi? Parce qu'après, plus loin, c'est vraiment la Patagonie, non? Ouais, alors en fait, après, tu peux descendre directement en Patagonie. Moi, en Patagonie, j'ai fait du woofing, donc dans une ville qui s'appelle Coyhaique, qui est aux portes de la Patagonie, où tu t'y accèdes uniquement en bus, pardon. Et là, par contre, là, c'est vrai que la Patagonie, le problème, c'est que l'accès routier est compliqué. Et tu vas faire, par exemple, tu vas passer par l'Argentine pour récupérer la Patagonie. Tu vas faire un gros détour par l'Argentine. Tu vas même passer par Comodoro, Rivadavia, qui est sur la côte est de l'Argentine. Tu vas descendre toute la côte est de l'Argentine jusqu'à Rio Gallegos et tu vas revenir au Chili.
Donc en gros, tu vas faire à peu près 24 heures ou 28 heures de bus tu vas faire un trajet en U alors que toi, dans ta tête, sur la carte, ça te paraît tout droit, mais en fait, les routes, enfin, le sud du Chili est très mal desservi par le réseau routier. Enfin, ça paraît bizarre que tu puisses pas y aller en bateau, un bout, non? Effectivement, de Chiloé, tu peux aussi prendre sinon le Navimag qui va te descendre jusqu'à Punta Arenas ou Puerto Natal, qui va être, je crois, c'est une balade qui va faire 3 4 jours où tu vas traverser les fjords, tu vas traverser l'océan Pacifique pour descendre jusqu'à la pointe du Chili. Et ça aussi, c'est un truc vraiment, vraiment sympa à faire que moi j'ai pas pu faire, mais que beaucoup de gens font et enfin ils en reviennent. Apparemment, tu vois pas mal d'animaux, tu peux voir des baleines, tu peux voir des pingouins, tu peux voir tout ça, donc c'est vraiment, vraiment sympa à faire. Ouais, mais bon, Punta Arenas, visiblement, c'est quand même un peu les portes des terres de feu. Hein. Ouais, bah, c'est effectivement pas loin des terres de feu. Mais terres de feu, c'est côté argentin. Ouais, c'est effectivement les terres de feu. C'est aussi la porte du parc de Torres del Paine, qui est un parc aussi en Patagonie où tu peux faire des balades, des super balades. Alors tout dépend de ta condition physique. Tu peux faire ça pendant un jour, tu peux faire ça en 3 jours, en 8 jours. Et t'es dans un parc qui est magnifique avec des montagnes qui sont sculptées par le vent, par l'érosion, par tout ça. Tu vas avoir des lacs avec des eaux qui sont bleues. Tu peux boire dedans, tu peux remplir ta gourde dans les lacs, dans les rivières, dans tout. Et c'est des balades qui sont magiques. C'est vraiment magique parce que, et en plus de ça, la Patagonie est réputée pour avoir 4 saisons en un jour. C'est-à-dire que en un jour, tu peux autant avoir de la neige, avoir de la pluie, avoir du vent, avoir du soleil. Sauf que ça, tu peux pas le prévoir. Donc quand on part là-bas, la nuit, il peut faire très froid, tu peux avoir énormément de vent. Donc il faut partir il faut quand même partir bien armé avec des affaires assez chaudes, que ce soit l'hiver ou l'été. Enfin, encore plus l'hiver, bien sûr, mais même l'été, tu auras des températures la nuit qui frôlent le 0 ou le -5 assez facilement. Ce qui paraît, il pleut beaucoup aussi, hein, donc peut-être pour le camping, il faut vraiment ou être très bien équipé ou alors laisser ça de côté. Hein. Il pleut beaucoup, il peut pleuvoir beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de vent. J'ai passé des nuits à 100, 120 km/h dans la tente. Donc, c'est-à-dire que tu ne dors pas dans la tente. Tu as des arbres autour de toi, tu vois les racines qui bougent et tu vois leurs troncs effectivement bouger aussi. Tu te demandes quel arbre va tomber sur ta tente. Donc, faut être bien armé, avoir une bonne tente aussi. Il faut être effectivement assez bien équipé. Que ce soit même pour les yeux, parce que le soleil aussi peut taper assez fort. Vu qu'aussi tu peux aussi croiser des glaciers, donc avec la réverbération de la neige, c'est aussi des bonnes lunettes à avoir. Bah, après, voilà, c'est l'équipement un peu classique quand tu pars en rando. Enfin, classique quand tu pars en rando, il faut savoir où on va, quoi. Ouais, bien sûr, hein, c'est pas des endroits où on va tranquille un dimanche. Hein. Ouais, c'est pas mal. Tu as parlé de woofing juste avant, alors ça aussi on n'en a pas encore parlé dans Voyage Cast. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi en 2 minutes ce que c'est? Alors, le woofing, le principe est que tu vas travailler dans des fermes bio, et en contrepartie, tu vas être nourri et logé. Donc tu vas faire ça ça c'est à voir aussi avec la ferme que tu vas contacter. Tu vas faire ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, tout dépend. Et donc pendant cette période-là, tu travailles. Alors à toi de voir avec les personnes qui te nourrissent et qui te logent combien de temps tu vas travailler par jour. Tu peux travailler, tu as des woofings qui vont être très cool, tu vas travailler 4 5 heures. Tu as des woofings où ils te voient vraiment comme de la main-d'œuvre supplémentaire où peux travailler 8 ou 10 heures. Mais c'est aussi, en fait, le but du woofing, c'est aussi un échange. Un échange où tu vas apprendre des techniques, tu vas vivre avec les gens, tu vas parler avec eux, et c'est du 24 heures sur 24 avec les locaux, et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, j'en ai fait effectivement en Patagonie, à Coyhaique, où on s'occupait du potager, on s'occupait des chevaux, parce qu'ils louaient des chevaux à des agences de tourisme. Donc on les préparait, on les attelait, et voilà, et c'était une super expérience. Enfin, c'est vraiment à faire si on a le temps, pareil, dans le voyage, de prendre 2 semaines, 3 semaines pour faire du woofing. À ce qui paraît, ça se fait pas mal au Japon aussi dans les fermes de riz bio.
Et c'est pas mal parce que le Japon, ça coûte extrêmement cher au niveau hôtel et tout. Ils ont un niveau presque plus élevé que nous et c'est une bonne idée aussi, ça. Hein. Ah ouais, non, je savais pas que ça se faisait au Japon. Je sais que ça se faisait, pareil, je crois que c'est un concept qui est parti d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, et après qui s'est répandu petit à petit. Ils avaient plein d'idées quand même, ces Australiens. Ouais, c'est pas mal. Écoute, moi j'aime bien le concept parce que c'est un peu voyager utile où tu fais pas seulement rien en allant à la plage. Moi j'aime bien le concept quoi. Alors, le seul truc c'est qu'ici, même si on reste un mois là-bas et puis qu'on gaspille pas du tout d'argent là-bas, ici on doit quand même payer nos charges et tout ça. C'est ça qui est embêtant en tant que voyageur européen, mais moi je trouve que c'est un bon truc quoi. Ouais. En plus, souvent, les personnes qui t'accueillent, ils savent que tu es en voyage, donc ils vont aussi te laisser du temps pour aller visiter les alentours. Ils vont aussi te donner des bons conseils pour la suite de ton voyage en te disant bon voilà, ça serait bien que tu ailles là ou là ou là. Donc c'est aussi c'est aussi pour le voyage vraiment enrichissant. Et ça, c'est des choses aussi pareil que les guides que tu vas, que le guide que tu vas acheter ne va pas te donner. Ce sont des informations vraiment précieuses que tu vas avoir des locaux et je crois qu'il y a rien de mieux, il y a rien de mieux dans un voyage que d'avoir ce type d'informations. Et toi, tu parlais la langue du pays ou bien tu parlais anglais avec eux? Moi, je parle espagnol. Moi, j'ai commencé. Je parlais quasiment pas espagnol et je me suis forcé à parler espagnol avec les gens, que ce soit les Chiliens ou les touristes, parce que j'estime que quand on voyage, il faut faire l'effort de parler la langue du pays. En plus de ça, je parle très peu anglais, pardon. Donc, je suis parti quasiment à zéro et je suis revenu en France en parlant couramment espagnol. Génial, en 2 mois et demi tu m'as dit. Hein. En 2 mois et demi au Chili, mais je suis parti 6 mois en Amérique du Sud, donc il a fallu quand même 6 mois. Mais en plus de ça, en Amérique du Sud, les Chiliens ont un accent vraiment spécifique. Chaque pays a un accent un peu spécial. Et je crois que les Chiliens parlent quand même assez vite, ont des expressions à eux. Enfin, chaque pays a des expressions que tu vas pas retrouver dans notre pays. Donc, chaque fois que tu changes de pays, il faut que tu te réadaptes à l'expression, aux mots qui signifient telle ou telle chose. Donc, effectivement, faut pas partir au Chili pour se dire je vais apprendre l'espagnol parce que je crois que c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est plus les pays du Nord, Bolivie, Pérou, Équateur, où ils parlent un espagnol plus calme. Les Chiliens, c'est un peu compliqué. Oui, il faut commencer tranquille par les autres pays et puis ça pour la fin, pour le dernier test quoi. Mais c'est bien, hein, 6 mois pour apprendre couramment l'espagnol, c'est génial. Hein. Enfin, ah ouais, ça fait envie. Hein. Alors, une fois que tu as été aux îles de Chiloé, à Coaique, est-ce que tu as encore fait quelque chose par là au Chili? Après Coaique, donc, comme je t'ai dit, j'ai fait le parc de Torres del Paine. C'est le trek dans le grand parc de 3 jours où tu... Tu es en autonomie durant ce trek? Oui, tu es en autonomie, t'as des chemins, les chemins sont super bien balisés. T'as quelques guides à l'entrée qui peuvent te renseigner, mais après t'es tout seul avec les autres touristes parce que c'est quand même un parc où il y a quand même pas mal de monde. Et à l'intérieur, tu vas trouver soit des refuges qu'il faut réserver à l'avance, soit des campings payants là t'es pas forcément obligé de les réserver, ou alors tu peux même trouver des zones de camping gratuites dans certaines zones. Donc du coup c'est pas donc tu pars avec ta tente ou ta nourriture. Tu peux aussi acheter un peu de nourriture là-bas, mais ça coûte assez cher. Et donc t'es en complète autonomie dans le parc pendant 3 jours ou 8. En fait, t'as une grande boucle. Le chemin le plus connu, c'est le W, donc où à chaque pointe tu vas avoir un site spécifique à voir avec soit les tours, soit des glaciers à visiter, soit tu vas avoir le grand tour, ils appellent ça le haut, donc c'est le grand tour du parc qui se fait en 8 ou 10 jours selon la condition physique. Mais moi j'ai fait 4 jours parce que j'étais tout seul, mais donc c'était assez compliqué. Le faire en 8 jours, le grand haut, il faut quand même être armé physiquement pour faire ça, quoi. Parce que les conditions météo, c'est pas haut, je crois que t'es à 1200 mètres, mais t'as quand même pas mal de montées et de descentes. Donc t'as pas mal de dénivelés qui sont un peu ardus. Donc voilà, tout dépend du temps, de ta condition physique, à toi de choisir.
Ouais, mais ça a l'air pas mal. Toi, c'était la première fois que tu faisais un trek ou bien t'as déjà un certain entraînement? Non, c'est la première fois. Après quelques randos par-ci par-là dans les Pyrénées, mais c'est tout quoi. Juste des randos d'un jour. Ok, ouais, donc a priori c'est faisable quand même, Ah non, le W est faisable. Enfin, j'ai rencontré des gens de 7 à 77 ans, il y a pas de, c'est sûr. Hein. Faut être juste, faut savoir à quoi s'attendre, avoir l'équipement qu'il faut, et puis c'est parti quoi. Toi, l'équipement, tu l'as loué, tu l'as acheté ou bien t'es arrivé avec depuis la France? Je suis arrivé avec depuis la France, ouais. Ouais, j'étais parti avec, j'avais une petite tente, hein, j'avais un duvet à -5 ou -10, équipement de montagne aussi, des bonnes chaussures de rando, et puis un sac, et puis voilà. Puis après bonnet, écharpe, gants, etc. Enfin le classique quoi. Ouais, le classique quand on a des pays où ça change autant que ça. T'as pu camper pas mal au Chili ou bien ça se fait pas trop? Je l'ai fait que j'ai eu l'occasion de le faire qu'au parc de Torres del Paine. Après, ça peut se faire, oui, ça peut se faire à San Pedro d'Atacama. Tu vas avoir des hôtels, mais tu vas aussi avoir des campings. En plus, San Pedro d'Atacama, c'est une région assez chaude, donc il pleut tous les 12 ans. Donc, il y a pas de, tu vas pas avoir de problème avec ta tente. Oui, non, si, après, tu vas trouver des campings assez facilement. Faire du campement sauvage, ça, par exemple, je sais pas. Je pense que ça va pas être impossible, mais je l'ai pas testé. Ouais. Alors attention, à l'Atacama, je sais pas où exactement, mais il se semblerait qu'à certains endroits, ça descende quand même jusqu'à -30 pendant la nuit. Hein. Donc, En plein hiver, ouais, sûrement. En plein hiver, sûrement, mais après en été, il fait 40 degrés ouais. la journée. Donc, Je pense qu'il faut bien faire gaffe aux saisons, parce que si tu t'attends à ce qu'il fasse -5 et qu'il fait -30, il y a quand même une grande différence. c'est sûr. Alors, est-ce que tu as encore d'autres choses à dire sur le Chili, on va dire, de choses à voir, etc. Ou bien est-ce qu'on va passer à l'île de Pâques? Bah écoute, on peut passer sur l'île de Pâques, vu que le Chili fait partie de l'île de Pâques. Enfin non, l'île de Pâques fait partie du Chili, pardon. Alors, l'île de Pâques, je suppose que tu vas pas à la nage, tu as été en avion? Ouais, tu vas en avion à partir de Santiago. Quelques heures d'avion quand même, hein. Tu as 4 ou 5 heures d'avion, ouais, c'est ça. C'est quand même bien isolé. Alors, île de Pâques, même question que sur Santiago, t'arrives où et ça ressemble à quoi? Alors, île de Pâques, t'arrives sur le seul aéroport de l'île qui s'appelle de tête Matuari, je crois, mais je suis pas sûr de ça. Ça ressemble à l'île de Pâques, en quelques mots, c'est l'île d'Oléron. Je sais pas si tu vois l'île d'Oléron en France, c'est une toute petite île. C'est l'île d'Oléron en plein milieu du Pacifique. C'est à 3700 km du Chili, c'est à 4000 mètres de la Polynésie. Donc t'es vraiment perdu. C'est une sensation vraiment bizarre effectivement, tu vas voir autour de toi, t'as de l'eau, t'as de l'eau partout. Ça ressemble c'est une toute petite île où t'as 3 mini-volcans sur l'île, qui sont éteints, qui font 300 ou 400 mètres de haut, pas plus. Et voilà, et finalement, c'est très, t'as plus la sensation d'être au Chili. T'as la sensation d'être plutôt côté polynésien. T'es accueilli avec les colliers de fleurs. T'as pas tu trouves pas un seul drapeau chilien sur l'île, alors qu'il faut savoir que le Chili est un pays très patriotique. Tu vas croiser beaucoup de drapeaux chiliens partout où tu vas au Chili. Sur l'île de Pâques, tu vas pas en croiser un. Donc ouais, c'est vraiment une autre sensation. T'es plus au Chili, t'es sur une île paradisiaque. C'est vraiment paradis là-bas. Et alors là-bas aussi, comment est-ce que tu te déplaces sur l'île de Pâques? Parce que tu m'as dit que c'était petit, tu le fais à pied. Oui, à pied, en vélo, tu peux louer des vélos, tu peux louer des petits 4x4 aussi. La plupart du temps, bon, bien sûr, tu vas réserver ton hôtel ou ton camping avant d'arriver, et donc souvent l'hôtel ou le camping va venir te chercher en 4x4 pour t'amener à l'endroit où tu dors. Et après, toutes les visites se font soit à pied, soit en vélo, soit en 4x4. Après, faut faire, enfin, t'es quand même en zone. Enfin, il fait quand même très très chaud sur l'île de Pâques. Déjà, dès que tu sors de l'avion, tu sens le côté tropical, tu sens la chaleur, mais tu sens aussi l'humidité. Donc, si tu commences à partir à pied sur l'île de Pâques, t'as intérêt à avoir une bonne crème solaire, t'as intérêt de bien te protéger parce que ça tape vraiment, vraiment très très fort. Et alors, à quoi ça ressemble ces moailles? Est-ce que c'est vraiment aussi impressionnant que sur les photos? Ouais, ouais, c'est vraiment
c'est inimaginable. C'est des grandes pierres taillées qui font 10 mètres en moyenne, qui sont devant toi. Et surtout, en fait, ce qui est impressionnant, c'est comment un peuple a pu faire ça sur une île qui est aussi éloignée de tout. Et c'est mystique, c'est vraiment mystique. T'as une sensation bizarre quand t'es devant chaque moraille. Et ce qui est vraiment impressionnant, et ce que je conseille de faire, c'est d'aller voir les 16 moaïs qui sont sur l'AU de Tongariki. Alors, un AU, c'est un AU, AHU, c'est en fait c'est une plateforme où tu as 16 moaïs qui sont debout devant toi. Et ce qui est bien de faire, c'est le lever du soleil derrière ces 16 moaïs. Tu as la mer et le soleil. Et ça, c'est juste magnifique à faire. C'est incroyable. Enfin, j'ai même pas de mots pour expliquer ça. Faut le voir pour le croire, quoi. Bah, ça fait plaisir que tu dises ça, parce que ça, pour moi, ça fait partie des fois de ces endroits qu'on a tellement vus à la télé, n'importe où, dans les reportages, que je me dis, mais d'un côté, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? Est-ce que je vais pas être déçu parce que c'est moins joli que sur les photos? Toi, tu dis le contraire, ça fait plaisir. Ah ouais, enfin, moi, c'était mon rêve. C'était un peu le but de ce voyage. Enfin, c'était mon rêve de ce voyage, c'était d'aller sur l'île de Pâques. Effectivement, j'avais lu des livres, j'avais vu des photos, mais quand tu le vois en vrai, c'est juste. C'est différent, c'est clair et net. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais non, il faut. Enfin, dans ce cas-là, sinon, on voyage pas et on regarde que les photos. Hein. T'as tout à fait raison. Et tu as entendu ou tu as vu ce reportage de National Geographic qui dit comment ils ont fait? Non, j'ai pas vu, c'est quoi? En fait, c'est assez intéressant, c'est un peu compliqué à expliquer en audio, mais ils ont réussi à modéliser les moaïs sur ordinateur et ils ont remarqué que la base permettait toujours aux moaïs de se balancer vers l'avant. En fait, les moaïs tombent et c'est pour ça que tu as des espèces de supports devant pour qu'ils ne tombent pas. Et ils ont remarqué qu'en fait, avec 3 équipes de personnes, en mettant des cordes à certains endroits sur la tête, où visiblement ils l'ont fait, ben, tu as des personnes derrière le moaï qui s'assurent juste qu'ils ne tombent pas vers l'avant. Et puis ensuite, tu as 2 groupes de personnes de chaque côté qui le tirent un coup à droite, un coup à gauche. Et en fait, le machin, il pivote et il arrive à avancer. Et ils arrivent à le dépasser de plusieurs centaines de mètres sans que ce soit vraiment trop lourd pour les personnes. Et y a une légende qui dit que les moaïs, ils se déplaçaient debout. Et il semblerait que effectivement, quand tu les vois de loin et que tu vois pas vraiment les personnes qui le font, et ben les moaïs, on dirait qu'ils marchent vraiment vers la mer, quoi. D'accord. Ok. J'essaierai de mettre en vidéo sur le site, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Enfin, encore un mystère cassé, c'est un peu déprimant, mais c'est intéressant. Après, moi, ce que j'avais lu, c'était que, lu, entendu, etc., c'est que, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la manière dont ils déplaçaient les moaïs. Et là, c'est une nouvelle version que le National Geo a cherché et a ressorti. Mais moi, après, j'avais entendu que, il y a toute l'histoire par rapport aux arbres de l'île, comme quoi ils déplaçaient les moaïs en coupant les arbres et en faisant rouler les moaïs sur les troncs d'arbres, qui fait que au fur et à mesure, en coupant tous les arbres, il restait plus d'arbres sur l'île. Du coup, ça a détruit plus ou moins la faune et la flore. Ça a déréglé la faune et la flore, qui fait que ça a entraîné, les habitants ne pouvaient plus se nourrir. Derrière, ça a entraîné des guerres civiles. En parallèle, t'as la colonisation qui est arrivée, et c'est ça qui a plus ou moins causé la perte de l'île. Donc, moi, j'ai lu tellement de choses sur l'île de Pâques que, je pense qu'ils arriveront jamais un jour à décider de la manière dont ils ont déplacé les moaïs. Donc, ça, c'est une nouvelle version. Est-ce qu'elle est officialisée? Je sais pas du tout, par contre. Il me semble qu'elle est assez officialisée parce qu'ils ont vraiment réussi à le faire, ils l'ont vraiment mis en pratique. Et puis, t'as certains endroits des moaïs sur les routes qui sont tombés de côté. Et comme ils sont tombés, ça correspond effectivement à comment ça tombe, s'il y a une petite erreur pendant la manipulation. Puis après, pour qu'ils soient disparus aussi, les habitants de l'île, ou en tout cas qu'il y en a beaucoup, l'histoire du bois, j'ai aussi entendu, mais ce qui paraît, il y a une histoire de maladie aussi. Ça, par contre, je sais pas si on saura un jour comment ça s'est passé, quoi. Mais effectivement, il semblerait qu'ils aient fait quelques petits désastres écologiques et puis qu'ils aient plus de bois pour construire des bateaux ou pour fuir ou pour aller pêcher. C'est un peu stupide, hein, mais...
C'est ça. Enfin, on peut pas tellement se permettre de juger vu ce qu'on fait avec la planète de nos jours, je veux pas dire, mais aussi on est en train de scier la branche sur laquelle on se tient aussi, donc... Et ça, mais justement, moi je trouve que l'histoire de l'île de Pâques est super intéressante parce que comme tu dis, c'est ce qui est en train de se passer pour nous et ça s'est passé à l'échelle de l'île de Pâques déjà, donc je trouve que ça peut être un exemple à prendre, bien sûr à échelle différente, mais je pense que c'est intéressant de connaître cette histoire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, intéressant toutes ces petites infos. Les gens, ils sont comment sur Rapa Nui? Est-ce que tu peux facilement parler avec eux? Est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce que tu peux parler un peu des choses-là, des ancêtres, de leur histoire, ou bien ils sont très fermés? Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'était que, vu que c'est quand même une île quand même qui est assez touristique, pardon, c'est un petit peu plus compliqué d'aller vers les gens et de parler avec eux. C'est pas impossible, mais t'as cette limite. Enfin, t'as cette limite. Ils aiment pas forcément trop les touristes sur l'île. C'est vrai que, en fait, comme partout, quand on est dans un lieu comme ça, hyper touristique, il faut aller vers les gens et s'intéresser à eux et pas faire le touriste de base. Et à partir de là, oui, ils seront plus ouverts et plus à même à discuter avec toi et à échanger. Et à te donner les bons plans, etc. Tu dirais qu'il faut passer combien de temps sur l'île à peu près pour en faire le tour et puis justement s'imprégner un peu aussi, pas seulement faire une photo et dégager, mais... L'idéal, ça serait 5 jours, une semaine, pour bien profiter, avoir le temps. Parce que l'île, finalement, l'île, elle est... t'as les lieux principaux à visiter, mais il suffit de te perdre, de marcher un peu sur l'île, un peu partout, et tu vas rencontrer des moailles, n'importe où sur l'île. Il y en a 400 sur l'île qui sont dispersés. Alors la plupart du temps ils sont couchés, mais si tu as le temps de te perdre sur l'île, moi c'est ce que je conseille, c'est de sortir des sentiers battus et d'aller un peu partout. Donc ouais, une semaine c'est bien. Moi j'ai rencontré un Français qui chaque année, qui est la retraite, qui chaque année part 3 mois sur l'île de Pâques. Chaque année, il fait ça et il adore ça. Donc, du coup, il arrive à s'occuper pendant 3 mois. Donc, c'est pas impossible. Enfin, si t'es amoureux de l'île, tu peux y rester autant que tu veux, quoi. Les prix sur l'île, c'est cher ou bien? Parce que t'as pas tellement de solutions de dégager, quoi. C'est le double du continent, en fait, de Santiago. Pour tout ce qui est nourriture, resto, etc. Il y a le billet d'avion. Par exemple, tu as un bon plan de billet d'avion si tu as le temps. C'est de en fait rencontrer un Chilien au Chili qui lui va t'acheter le billet avec sa carte de crédit. Du coup, lui, tu pourras bénéficier en fait des tarifs chiliens parce que les Chiliens en fait bénéficient de tarifs préférentiels, c'est normal. Où tu vas trouver le billet eux vont les payer à 200 € l'aller-retour. Alors que toi, si tu l'achètes, les prix vont de 400 à 1 200 € aller-retour. Donc le bon plan, ça serait de trouver un Chilien où tu as même des petites agences au Chili qui peuvent te faire ça. Ils prennent bien sûr une petite commission, mais ça te reviendra toujours moins cher que d'acheter le billet toi-même. Et après sur l'île, tu peux t'en sortir dans des campings pas trop chers. Je t'avoue que j'ai plus les tarifs en tête, mais avec le temps qu'il fait, c'est vrai qu'un camping, c'est vraiment bien. Après, je connais pas la météo sur l'île tout le temps, mais je pense pas que la pluie soit gênante. Et après, si tu amènes ta nourriture du continent, tu peux t'en sortir pas trop mal. Alors ça tombe bien qu'on parle un peu de prix. On va parler un peu maintenant du Chili et puis de l'île de Pâques, un peu au niveau pratique. Est-ce que c'est des pays qui sont chers, on va dire toujours par rapport à nos niveaux français-suisses à peu près? Non, c'est des pays par rapport à la France, à l'Europe, et c'est des pays qui sont quand même moins chers que chez nous. Le Chili, c'est le pays qui économiquement est l'un des plus développés, je pense, avec l'Argentine et le Brésil. Donc, qui reste dans le haut du tableau des tarifs en Amérique du Sud. Mais on va dire, non, la nourriture est 2 fois moins chère, les logements, c'est pareil. Enfin, moi, j'en suis sorti entre 30 et 40 € par jour, on va dire. Nourriture, transport et logement. Ouais, pas mal, ouais. Après, ça dépend des exigences de chacun et des visites que tu vas faire au jour le jour. Et si tu prends une agence, un tour,
Si tu vas de toi-même et te balader, voilà, ça dépend de plein de choses, mais ouais, à 30-40 euros, tu t'en sors par jour. Ouais. Au niveau des transports, ça se passe comment? T'as parlé beaucoup de bus, est-ce qu'il y a des taxis aussi? Est-ce que c'est facile à se déplacer, compliqué à comprendre? Taxi, bah Santiago, t'as énormément de taxis. T'as aussi un réseau de bus et de métro à Santiago qui est plutôt bien fait. Après, dans les autres villes, effectivement, c'est principalement le bus. Et pour aller d'une ville en ville, moi, je conseille, si on a le temps, de prendre le bus. Sinon, après, t'as pas de train au Chili, malgré que ce soit un pays qui soit tout droit. On pourrait se dire, mais pourquoi ils font pas une ligne de train du nord au sud quasiment et c'est tout droit mais là-bas, ils adorent le bus ils adorent le bus parce qu'ils ont le temps de prendre le bus, parce qu'on peut dormir dans le bus, parce que les bus sont confortables, beaucoup plus confortables que chez nous et que nos trains en Europe. Et après, sinon, t'as l'avion. T'as l'avion aussi t'as plein de petites villes qui sont bien desservies, notamment, moi, je conseillerais l'avion si faut descendre en Patagonie. T'as un aéroport, je crois que c'est à Punta Arenas. Donc, t'as des vols assez réguliers pour aller à Punta Arenas voilà, ça c'est le problème. Mais sinon, c'est assez facile pour se déplacer. Et alors, question qui nous intéresse, on a déjà parlé un peu de ce qu'on peut y boire au Chili, hein, du bon vin. Qu'est-ce qu'on y mange au Chili? Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Au Chili, moi, c'est tout ce qui est asado et parrillada, c'est-à-dire les barbecues de viande chilienne qui sont délicieuses, notamment quand on en a fait, on en a fait plusieurs quand j'étais en woofing à Coyhaique où ils prennent une grande plaque de fer qu'ils mettent sur un feu. Et sur cette plaque, ils y mélangent plein de sortes de viande, de la saucisse, du bœuf, du porc, du poulet, qui font mariner avec un peu de bière, un peu d'herbe, et tout ça cuit en même temps, ce qui donne un super goût à la viande. Et ça, je crois que c'est un super souvenir de nourriture que j'ai eu au Chili. Ouais. Intéressant. Poisson aussi, je pense, sur les côtes, non? Ouais, poisson, effectivement, bah, comme j'ai dit sur Chiloé, dans la région de, ils ont beaucoup de saumon aussi dans la région laisse-moi retrouver le nom de la ville. J'ai un gros trou là. Ah, je suis désolé. C'est pas grave si jamais on dit vers Chiloé et puis les gens y trouveront, quoi. On va dire ça. On n'a pas parlé vraiment, enfin on a parlé un peu de la mentalité des gens à Rapa Nui, mais au Chili même, est-ce que les gens ils sont faciles d'accès, tu peux facilement échanger avec eux, comment tu fais pour rentrer en contact avec? Ils sont super avenants. Tu peux chercher quelque chose dans la rue sur un plan, ils vont t'aider. Enfin, moi j'ai fait aussi pas mal de stops au Chili sans problème. J'ai passé une journée avec une famille chilienne. Ça c'était en Argentine, mais ça restait des Chiliens et ils nous ont amené voir un glacier. On a passé la journée avec eux, eux et leur fils. Ils nous ont ramenés, ils nous ont donné des contacts, ils nous ont dit voilà, si vous passez dans telle ville, vous m'appelez, on pourra vous loger. J'ai rencontré aussi une fille qui est sur l'île de Pâques, qui habitait au nord de Santiago, dans une toute petite ville qui s'appelle Yapel. Et elle m'a dit si un jour tu passes vers chez moi, tu t'arrêtes. Et puis je me suis arrêté effectivement un mois et demi après, alors qu'on s'était parlé 1 heure sur une plage. Je me suis arrêté un mois et demi après chez elle. Elle habitait avec sa maman et j'ai vécu 2 jours avec eux. J'avais les clés de leur maison. Ils ont une totale, enfin, c'est complètement différent de chez nous. Ils ont une totale confiance aux gens, tout simplement. Et puis ils sont super avenants et super sympas. Ils ont aussi, ils ont de l'humour. Ils ont plein, enfin voilà. J'ai passé des super soirées avec les Chiliens. Je crois que en Amérique du Sud, pour moi, c'était les meilleures rencontres que j'ai fait étaient au Chili. Pas mal, ça, c'est intéressant. Pourvu que ça dure, hein, pourvu qu'ils continuent à garder le sourire et tout ça. J'espère, je sais pas comment la crise les atteint là-bas, mais j'espère qu'ils rigolent plus que nous. Ils connaissent pas le mot crise. Ils connaissent pas ce mot. Ils savent pas ce qui se passe en Europe et ils savent pas ce qui se passe. Si, je pense qu'ils savent, mais ils connaissent pas ce mot et pour eux, ça les atteint pas. Mais alors partons, allons là-bas. C'est peut-être ça, il faut exporter l'Europe en Amérique du Sud. Peut-être. Alors que c'est pas plus bête que ce qu'ils proposent, mais enfin on va pas faire de politique, mais ça pourrait être marrant de rester là-bas, effectivement. Ok, c'est cool, merci pour ces quelques conseils. Ah oui, juste une dernière question, la sécurité là-bas, c'est comment? Est-ce que tu t'es senti, je sais pas, convoité parce que t'avais de l'argent, ou est-ce que ça va?
Non, moi j'ai pas du tout, je me suis pas du tout senti en insécurité dans aucun endroit où je suis allé. Alors après, on peut, comme partout, on peut tomber sur des mauvaises rencontres, mais moi j'en ai pas fait, donc pour ça il y a aucun souci. Enfin, je crois même que Santiago est la capitale la plus sûre d'Amérique latine, d'après ce que j'avais lu. Donc, et je pense que le Chili est un pays très très sûr, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Alors, plein de raisons d'aller là-bas, hein. On te souhaite Ouais. que tu puisses y retourner aussi. On va peut-être faire une dernière petite chose, c'est tu m'as parlé d'un web documentaire sur l'Équateur. Alors ça nous intéresse, parce que c'est encore un autre pays qu'on connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Combien ça se paye? Où est-ce qu'on regarde? Dis-nous tout. Alors, en fait, moi, je suis parti 6 mois en voyage en Amérique du Sud et je voulais pas juste partir en voyage, je voulais aussi que mon voyage serve à quelque chose. Donc, du coup, j'ai contacté une association française qui travaille en Équateur, qui s'appelle France Équateur. Elle travaille dans un tout petit village qui s'appelle Convento. C'est un village de 2000 habitants. Et en fait, moi, je leur ai proposé mes services. À la base, je voulais leur proposer mes mains et pour les aider dans n'importe quel projet qu'ils avaient là-bas. Et ils ont vu que moi, je travaillais dans la communication. Et là, du coup, ils m'ont demandé de faire un documentaire sur le village et sur ce qu'ils faisaient en Équateur. Donc du coup, avec deux amis à moi, on est parti un mois dans ce village, perdu au milieu de l'Équateur, pour filmer les habitants, leur vie, leur quotidien. Et donc là, on est revenu début juin 2012. Et donc là, on est en pleine phase de traduction, de montage. Donc il y a normalement en novembre ou début décembre, ce web documentaire va sortir, qui est d'abord un web documentaire pour montrer cette ville, cette région, et après derrière, on parlera aussi de l'association et de ce qu'elle fait, et parce qu'en fait le but de cette association, c'est aussi de monter un projet d'écotourisme dans cette région pour voyager, pour envoyer des touristes, pour voyager autrement et basé sur l'échange d'expériences, l'échange de vie, l'échange de quotidien entre Européens, Français et Équatoriens. Donc ça, c'est en cours. Et je pense qu'on se reparlera de tout ça très bientôt, j'espère. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, comme je t'ai dit, dès que la vidéo sort, hein, tu as déjà sorti un espèce de petit extrait de la vidéo qu'on peut pas mettre, mais qui est très intéressant. J'attends ça avec impatience. On en parlera sur Voyagecast. Et puis, c'est pas mal, hein. Si c'est d'autres façons de voyager, de découvrir, c'est intéressant aussi, hein. Tu me donneras les coordonnées de l'association que c'est, et puis on ira jeter un coup d'œil sur Internet. Sans problème. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres choses? Ah ben, il y a quand même dire une chose sur ton blog, parce que tu as aussi un blog personnel qui est pas lié à l'association, mais qui s'appelle Monsieur Chili, que j'aime bien, parce qu'il y a des très belles photos. T'oses nous en parler 5 minutes aussi Ouais, Monsieur Chili, Monsieur Chili, c'est moi et Monsieur Chili parce que le Chili, ça a été le pays que j'ai voulu visiter en premier et en Amérique du Sud. Du coup, je me suis appelé Monsieur Chili et donc j'y parle dessus de tous les pays que j'ai traversés, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, le Chili, l'Équateur. J'y raconte mon voyage, des anecdotes. Il y a plein de photos. Là, je suis rentré, mais je continue à l'alimenter en donnant plein de petits conseils aux voyageurs, des anecdotes, des infos sur la cuisine, la gastronomie, des recettes. L'idée, c'est de donner l'idée en fait de ces articles qui sortent maintenant, alors que je suis en France, c'est de donner des infos que les guides vont pas forcément vous donner et que vous apprenez sur place. Moi, j'essaie peut-être de les préempter avant que les gens partent, mais après, il y aura tellement de choses à dire que le mieux, c'est de partir et de voir par soi-même ce qui se passe là-bas. Ouais, exactement. Mais des bons conseils, c'est toujours bon à entendre, hein, que ce soit par un podcast ou un blog. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle façon de partager aussi ses voyages et puis d'aller un peu plus loin et puis de garder toujours tout ça en souvenir, hein. Garder une trace, oui. Voilà, exactement. Eh ben, c'est cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi du Chili. On a été interrompu par une petite panne internet, mais heureusement, ça semble marcher. C'est la crise en Suisse, hein, aussi. Ouais, écoute, normalement pas. J'ai la fibre et ça marche du tonnerre, mais
J'ai peut-être trop téléchargé. Hein. Ok, alors on se dit à la prochaine, peut-être pourquoi pas pour parler un peu plus précisément de l'Équateur et puis de ton web documentaire. On va s'en faire le relais sur VoyageCast. Et puis encore merci, et puis passe une bonne soirée. Merci à toi et bonne journée à toi. Merci. Ciao. Ciao. Je me demandais justement où en serait l'Amérique du Sud si tout le monde se fichait de la coke et du communisme. C'est fou comme vous avez transformé ce continent en terrain de jeu perso. Ça doit être un compliment de la part d'un roast beef. Vous êtes sûr d'avoir bien choisi votre camp? Il y a un changement de régime par semaine ici. Medrano ne sera pas plus vert qu'un autre. C'est ça que j'apprécie chez mes confrères américains. Vous couchez avec n'importe qui. Y compris vous, mon frère. Y compris vous. Alors encore merci à Xavier qui a pris beaucoup de temps pour moi. C'était vraiment très sympathique. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller au Chili. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à aller poster des commentaires sur mon site ou sur iTunes. J'apprécie toujours d'avoir de vos retours, c'est vraiment très sympathique. N'hésitez pas non plus à partager ça sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que VoyageCast pourra se faire aussi un peu connaître. Pour le reste, eh bien, si vous avez des questions, je vous laisse les poser sur le site, sur le blog. Il y a d'autres rubriques aussi, dont une où je parle de la Suisse, mon pays. Je vous laisse aussi aller y faire un tour si ça vous intéresse. Pour le reste, voyagez, profitez, partez de chez vous. C'est la crise, mais pas en Amérique du Sud à ce qui paraît, alors allons-y. À ciao, bonsoir.